Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes le 17 février 2021 et aujourd'hui, tel que convenu, je vous parle de Léon Werth, qui est né le 17 février 1878. Coïncidence amusante, n'est-ce pas? Et il est mort à Paris en 1955. Alors, c'est un libertaire, antimilitariste, anti-colonisation avant l'heure, dès les années 20. Il, euh, il écrit des textes forts contre la politique coloniale française. Il est ami des peintres. Ah oui, il fait la Première Guerre mondiale. En écrit, en écrit sous l'influence d'Henri Barbusse, l'auteur de Le Feu, un antimilitariste également, Henri Barbusse. Il écrit deux récits violemment antimilitaristes. Il est ami des peintres, Vlaminck, Bonnard, ami des écrivains aussi, Mirbeau, dont il a subi l'influence dans sa prime jeunesse, et Saint-Exupéry, qui, comme vous le savez, lui a dédicacé deux livres, dont Le Petit Prince. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il s'exile dans le Jura et pendant l'occupation, il devient gaulliste. D'abord, la figure de Gaulle, il ne la cerne pas et il finit par lui trouver d'importantes qualités, dont une, De Gaulle ne sait pas se vendre. Alors pour lui, c'est un élément important. Et en 1992, Viviane Ami publie ce livre. Alors, en préambule, il y a un texte de Lucien Febvre, qui était son ami, et un texte de présentation de Jean-Pierre Azéma, qui m'a évidemment servi pour faire cette petite vidéo. Les renseignements pris sont la page Wikipédia. Wikipédia qui est l'encyclopédie participative, une encyclopédie qui se construit au quotidien. Le cerveau connecté, c'est un bel exemple de cela. Mais il n'y a pas de différence. Oui, il y a des différences avec une encyclopédie traditionnelle, mais au fond, ouvrir des encyclopédies, c'est ce qui nous plaît le plus. Mais par contre, quand on ne trouve aucune indication, là, ça peut être intéressant aussi. Alors, à notre tour, on peut devenir rédacteur d'une note, comme, par exemple, Serge Dumartin. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Alors, je vous ai raconté hier euh, comment j'avais découvert Léon Werth par le biais du journal des carnets de Jean-Claude Pirotte. Alors, je peux vous dire un mot sur le style. Le style, d'abord, c'est un journal personnel, ponctué de notes, de conversations captées ici et là, des notes de lecture également, des comptes rendus de journaux, des bribes de conversations entendues dans des cafés, dans des bistrots. Sa prédilection le porte vers les gens du métier, des gens qui ne sont qui n'occupent pas de postes importants, qui ne sont pas des notables dans ce village du Jura, Saint-Amour, où il s'est exilé. Alors donc il est juif aussi, alors c'est un juif agnostique, c'est un juif complètement assimilé, si on peut dire, et qui a pris beaucoup, en fait, la question de la judaïté. En fait, c'est les forces d'occupation allemandes et les collaborateurs qui l'ont défini en tant que juif. À la limite, lui, il s'en serait foutu, je pense. Alors, son écriture, elle est vive, elle est cassante à la fois. Il est humoristique, il y a toujours du second degré. C'est caustique. Euh, c'est très, très vivifiant. C'est un beau style et
Ce texte-là, qui ne devait pas être publié, semble-t-il, à l'origine, eh bien, a un ton un peu débraillé, là, à la Stendhal. C'est écrit rapidement. Les saillies sont nombreuses, je vais vous en révéler quelques-unes. Et, et j'ai pris, là, je l'avais parcouru vitement une première fois, il y a 2 ans. Je pense avoir commis une ou deux vidéos sur Léon Verte. Et cette fois-ci, je m'y cramponne avec bonheur et je vais vous lire des passages que j'ai retirés des 100 premières pages lues aujourd'hui entre mes deux activités de libraire. Entre deux activités de libraire qui consistent à accueillir les clients, vendre des livres et classer des livres. Euh, alors donc, c'est une sorte, pour conclure sur le style, c'est une sorte de sismographe, polygraphe. Il y a des saillies assez virulentes à l'encontre de Monterland, de Giraudoux, dont Chris Marker a fait un livre, a écrit un livre sur lui dans la collection Écrivain de toujours, paru aux éditions du Seuil. Avant de commencer à vous lire les quelques passages que j'ai recueillis, que j'ai annotés, aujourd'hui, suite à la vidéo que j'ai faite hier sur ce collectionneur-là, ça m'a interpellé. Il y a 3 choses qui m'ont interpellé. En fait, il y a 4 choses qui m'ont interpellé. Comment rendre de mon activité de collectionneur sans que ça soit perçu comme du prosélytisme? Ainsi, pour donner le goût aux nouvelles générations. Se donner un exemple, c'est assez fâcheux et assez ennuyeux. Et le plaisir de collectionner, le plaisir d'amasser, le plaisir d'assembler, de créer une œuvre d'art, parce qu'une bonne bibliothèque, c'est au fond une œuvre d'art, eh bien, c'est quelque chose de purement personnel. Je ne dirais pas qu'on a envie de... C'est difficile de faire des émules. C'est tellement intime et c'est tellement incongru, c'est tellement rare que je le vois bien autour de moi. C'est une passion qui est absolument dévorante. Alors j'ai eu envie de vous parler de ça, de vous montrer quelques-unes de mes pièces rares. Ce que je vais sans doute faire dans les prochaines semaines, en tout cas vous en montrer quelques-unes, de vous parler de ce désir de collection-là. Mais là, il faudrait que je sois plus honnête avec moi-même. Il faudrait que j'y réfléchisse davantage. J'ai eu envie aussi, parce que bon, depuis ce que disent les vidéos que j'ai entrepris de cette séquence, cette longue séquence qui devait s'arrêter le 8 février, mais qui visiblement, si vous êtes là pour l'écouter, se poursuit, eh bien, je n'ai pas l'intention d'y mettre fin pour l'instant. Je me vois même pas arrêter. À chaque jour, parfois aujourd'hui, j'étais un peu... c'est l'hiver, il est long. Il y a la question de la pandémie, dont je vais vous glisser quelques mots. Mais en même temps, j'ai pas envie de rompre le lien. Et il y a tellement de choses que j'aurais envie de vous faire découvrir ou qu'on redécouvre ensemble que je me vois mal interrompre cette série-là. Et par contre, ce que je note, évidemment, il est question beaucoup de judéité, il est question d'exil, il est question d'enfermement, de confinement, d'occupation. Parce que ce virus-là, c'est une guerre d'occupation. Et les mesures pour le contrer, l'endiguer, le neutraliser, le discours qui est fait aussi, un discours militariste, on le combat. Et nous sommes, le corps médical est en embuscade. Les médias sans arrêt sonnent le rappel. Nous sommes sur les lignes. Eh bien, c'est sûr que toutes les lectures d'occupation, de confinement,
les littératures de siège que j'ai évoquées à quelques reprises, le rapport à la prière aussi, le rapport à la réflexion, le rapport à l'intériorité. On est dans notre chambre, on médite. Et ce que j'entends depuis quelques semaines à la librairie, c'est que beaucoup de gens commencent à désespérer que ça ne finisse jamais, que nous sommes entrés dans une sorte de nouvelle ère sanitaire, une ère sanitaire totalitaire, où le souci de rester en vie ne sera que notre seul souci, et qu'il y a un remodelage ici des consciences, il y a un reformatage des esprits. Et le pessimisme, je ne vous cacherai pas, a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Quant à moi, eh bien, moi, est-ce les aléas d'une existence, somme toute, parfois difficiles, nés sous des auspices difficiles, dans un quartier difficile. Il a fallu que je combatte beaucoup pour réussir à m'extraire de ma condition. Alors, je me sens comme, pour vous dire le vrai, il y a une part de moi qui se réjouit de tout ce qui se passe. Je sais que je ne devrais pas le dire, mais bon, je vous le dis. Il y a une part de moi qui se réjouit parce que j'étais excédé par notre maladie du confort, notre obsession pour la sécurité, notre obsession pour la santé, cette espèce de jouissance sans fin dans une sorte d'hédonisme frelaté, ce consumérisme épuisant, cette espèce cette espèce aussi où le travail n'est plus vraiment du travail, où le repos n'est plus vraiment du repos, ce mélange des genres, cette emprise de l'informatique dans nos vies, les téléséries, les écrans multiples. Je jugeais en tout cas que depuis ma naissance en 61, au fond, il ne s'était pas passé grand-chose dans nos civilisations libérales, on va dire. Et là, tout à coup, c'est le retour de l'incertitude, de l'imprévisible, du danger, en quelque sorte. Et il y a une part de moi, je me sens comme un capitaine qui tout à coup doit affronter une véritable tempête, mais en vieux loup des mers, se réjouit en quelque sorte d'affronter la tempête. Peut-être que le petit bateau qui est le nôtre, l'atelier librairie Le Livre Voyageur, sera emporté par une vague scélérate, mais en même temps, il y a un désir de dépassement. Là. Il y a un désir de dépassement et cet ajout-là des vidéos à mon quotidien structure mon existence, lui confère un caractère de discipline. Alors, à tous les jours, je commets ma vidéo. À tous les jours, j'ouvre ma boutique. Bon, on a été fermé pendant 1 mois et demi, mais pendant 1 mois et demi, j'ai travaillé à mettre en place de nouvelles manières de rester en relation et de continuer à faire des affaires. Et cette période-là, en fait, pour vous dire le vrai, ne me déplaît pas. Cependant, je vois bien un paquet de gens autour de moi perdre pied et, et, et je me dis, à quelque part, peut-être vous allez trouver ça effrayant aussi, je me dis, on s'est rendu indigne d'avoir des vies tragiques. La vie, elle est difficile dans une longue existence. Les épreuves sont abondantes et les difficultés qui se dressent devant nous, elles sont multiples. Et ce n'est que cela, au fond, une existence. Outre le projet que l'on donne à nos propres vies, c'est la capacité à résoudre sans fin des problèmes. Et là, tous les problèmes viennent à nous et on est confronté individuellement à cela. Le collectif dans lequel on est embrigadé, cette fois-ci, ne nous
ce collectif-là qui nous a toujours embrigadés, même s'il est devenu totalitaire paradoxalement, il nous oblige à nous confronter à notre propre liberté. Chacun de nos choix devient de la plus haute importance. Le travail que l'on exerce, la personne avec qui l'on vit, notre rapport à l'argent, notre rapport à la consommation, notre rapport à l'amitié, qui sont les gens avec qui on a vraiment envie d'être en relation. Tout cela est bouleversé, tout ça est remis à plat, et je pense que d'une certaine manière, c'était une nécessité. Voilà. Aussi, j'avais envie de vous parler de deux autres auteurs dont je vais sans doute vous entretenir dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. C'est Claude Effly, écrivain français établi au Québec, un surréaliste sans école, j'ai beaucoup de livres de lui, mais avoir beaucoup de livres d'un auteur, c'est pas un exploit. Mais dans ce cas-ci, oui, car Claude Effly était un auteur qui faisait paraître des livres à très petit tirage, des textes confidentiels. Alors, j'ai son manuscrit original, par exemple, de son autobiographie en 2 tomes, qui doit faire à peu près 700-800 pages, que je vais vous montrer dans les prochains jours. Ça, je m'y engage. Et j'aurais eu envie... C'est un surréaliste, un surréaliste donc sans école. Mais en même temps, un surréaliste, comme tous les surréalistes, qui avait le sens de l'amitié, était très proche de Gaston Miron. Il y a une correspondance à sens unique qu'on peut retrouver, qui s'appelle À bout portant. Ce sont des lettres de Gaston Miron à Claude Effly, mais très curieusement, ce n'est pas là une correspondance croisée. Nous n'avons que les lettres de Miron. Miron, qui débutait son parcours de poète presque à reculons. Il ne voulait pas être un poète, il l'a dit au début. Ses difficultés aussi avec les femmes, il se trouve laid, il n'est pas capable... Les femmes qu'il aime ne l'aiment pas, et les femmes qui seraient amoureuses de lui ne lui plaisent pas. Il ne mange pas à sa faim. Tout est difficile dans la vie de Miron. Et c'est au début, donc, de son arrivée à Montréal, Claude Effly, qu'il est entré en relation avec Gaston Miron. Alors, j'avais envie de faire plusieurs séries sur Claude Effly, qui est un auteur. C'est ça qui est étrange, c'est que Claude Effly ne semblait pas animé d'une... En fait, quand je vous dis c'est un surréaliste, je pense avoir vraiment tout dit, car il a voulu faire de sa vie une œuvre d'art. Bon, on pourra juger que c'est encore une bonne vieille marotte d'esthète et ça a peu d'intérêt, mais alors il n'avait pas cette ambition-là de se faire une place en littérature. Alors, il ne se prenait pas au sérieux. Résultat, on ne l'a pas pris au sérieux. C'est ça le danger. C'est ça le danger, que quand on ne se prend pas au sérieux, ben finalement, les gens qui sont modestes, on peut avoir envie de leur dire, ils sont modestes et ils ont bien raison de l'être. Mais c'est un poète qui illustrait ses livres. Il faisait des livres à un exemplaire, donc ce qu'on appelle un exemplaire pauvre. Un livre pauvre, un seul exemplaire qui est en bibliophilie, l'extase totale. Et j'ai quelques-uns de ces livres uniques. Aucun ne m'est destiné. Je l'ai rencontré rapidement, je l'ai rencontré vitement, une seule fois, mais il nous a fait le bonheur, il nous a offert le bonheur de nous offrir plusieurs textes dans cette revue-là, également très, très, très confidentielle, que personne ne prend au sérieux, la compagnie à numéro. Il nous a fait cet honneur-là, mais c'est pas à cause de mon lien avec lui, c'était un ami assez proche de Georges Raby, mon vieil ami, l'ami Georges, décédé il y a 2 ans maintenant. Un vieil ami et un homme âgé qui avait connu Claude Gauvreau, qui avait connu beaucoup des plus grands poètes de sa génération, et avec qui je
pouvait échanger sur des auteurs de poésie assez obscurs, méconnus, une sorte d'érudit sauvage. J'ai commis 2 ou 3 vidéos. Peut-être, je vais la remettre en lien, une des vidéos que j'ai faites avec lui que vous allez pouvoir retrouver en bas de l'écran, que j'ai fait avec lui quelque temps avant qu'il n'entre définitivement dans sa nuit obscure de l'esprit, car il était atteint d'une maladie dégénérative affectant les capacités cognitives. Et ces derniers moments, c'était assez pénible de le voir perdre pied dans et s'enraciner dans un monde d'opacité et de ténèbres. Et aussi, j'avais envie de vous parler, parce que là, de toute cette littérature-là de confinement, il y a des possibilités d'évasion, cependant. Et là, j'avais envie de vous parler de Chris Marker. Mais ma bibliothèque est tellement en désordre que je n'arrive pas à retrouver les quelques ouvrages de Chris Marker que je possède. Et peut-être aussi, parce que Chris Marker, même s'il est contemporain à toutes les personnes, à tous les auteurs qui ont été évoqués ici sur ma chaîne dans les dernières semaines, Chris Marker reste un écrivain, un cinéaste, un documentariste dont les activités multiples, les démarches extrêmement créatives font de lui notre contemporain. Alors, on n'est pas, avec Chris Marker, on n'est pas dans le passé. Là. On est dans une sorte prison, ouais. Prison, présent. On est dans une sorte, un beau lapsus. Hein? Notre présent est devenu notre prison. Le présentisme, autrement dit. On n'en sort plus de cette espèce de présent qui ne veut pas passer. Et il est notre contemporain. Alors, et il est peut-être aussi, avec ces documentaires qu'il a fait sur les pays et son aspect, l'aspect de sa pensée politique qui s'inscrit définitivement dans le champ gauche. Je vais aller vérifier dans les vieux numéros de la revue Esprit, laquelle revue il a publié plusieurs textes pendant près de 10 ans. Alors, je vais essayer de voir si je ne retrouve pas, essayer de faire un assemblage Chris Marker, parce que j'aimerais bien retrouver un peu de modernité. Parce que, à force de vous parler d'auteurs et de cette période-là de la Deuxième Guerre mondiale, qui peut-être que vous pouvez, avec des personnages même pas secondaires, dans le cas de Serge Dumartin, mais c'est même plus des rôles de soutien. Ouais, un rôle de soutien quand même, ayant été proche de Marker et d'avoir même fondé avec lui une revue, du temps où Marker appartenait au camp droit. Eh bien, ben voilà. Il serait peut-être temps que je mette à l'avant-plan les rôles les plus importants, au fond. Alors, je vais vous lire les quelques passages que j'ai annotés ici. Lucien Febvre, hein, vous savez, Lucien Febvre, le grand historien. Lucien, ce que dit Léon Verte. Lucien Febvre est mon voisin de campagne. Ces 2 cèdres géants ne lui donnent plus qu'un plaisir mêlé d'amertume. Enfermé dans un creux de vallonnement qui monte doucement vers des crêtes plus rudes, sa maison ne lui est plus un inviolable asile. L'histoire y pénètre, et non plus par les archives. Il est accoutumé à la reconstituer, mais elle se fait autour de lui toute seule. Il en veut peut-être à la science historique de ne point lui donner une clé des événements. Au fait, il n'a pas besoin de clé. Sa colère sacrée de paysan comtois lui suffit.
colère d'historiens aussi, pour qui l'histoire ne fut jamais une classification botanique, mais la poursuite d'une physiologie, autant dire d'une poésie. Je l'ai vu extraire de vieilles pierres la vie, et aussi d'une vieille brochure. Il tenait à la main je ne sais quelle monographie locale de 1840. L'auteur, dans un style académique, mais sonnant juste, étudiait les origines de l'industrie du marbre dans le département du Jura. Fèvre, de ce pauvre texte pour Académie de province, fit surgir magiquement toute une bourgeoisie, fière d'elle-même, fière d'être censitaire, riche en principes et riche en terre. Les gens de Vichy, 26 septembre 1940. Les gens de Vichy veulent régénérer la France. Retour à la terre, famille, morale. Régénérer la France avec des poncifs de Bachot, car ils ne connaissent même plus le beau langage, les belles périodes, le style en toge de la bourgeoisie de 1840. Brûlure de Pascal, tendresse de Corot, le sec et l'ému de Stendhal, la relativité. Êtes-vous bien sûr que, pour cela, vous accepteriez de mourir? Un peuple libre devient vite semblable à ces riches qui ne sentent plus leur luxe. Je lis Bossuet. Je me vante d'ailleurs quand je dis que je lis Bossuet. Ni je lis, ni je ne relis. Je consulte la partition et je fredonne. Je me demande si je n'ai pas toujours lu ainsi. J'entends aussi ceux qui disent qu'il y a dans la France une force propre qui la préserverait de jamais descendre au niveau de l'Allemagne hitlérienne. Les plus beaux organismes ne sont pas à l'abri des maladies les plus graves et elles ne débutent point à grand orchestre. C'est comme si vous disiez qu'un athlète complet ne peut pas attraper la vérole. Voyez les débuts insidieux du nazisme en France. L'époque me touche, me traverse, m'envahit, s'attaque à ma chair, mais elle opère sur de tels chiffres et de telles dimensions que je n'ai pas assez de points de ma chair pour en recevoir les excitations. Que les 2 millions de prisonniers et les 50 000 Lorrains et cette civilisation en voie de dissolution ne soient plus que des abstractions historiques, ne me touchent plus qu'en ces froides régions de moi-même, où je contemple l'exode de la Bible, les grands massacres classiques, la conquête de la Grèce par Rome et la défaite de Vercingétorix. Il serait peut-être temps de me réfugier dans l'amour intellectuel de la nécessité. Pendant la précédente guerre, dans la tranchée, je lisais Spinoza. Que cette phrase fait bien et me donne une belle attitude. Les balles sifflent, les obus tombent, et je lis l'éthique. Voulez-vous que je compte aussi que mon Spinoza fut traversé d'un éclat d'obus, ou qu'une balle s'y vint amortir, et que Spinoza ainsi me protégea de la mort? Il est vrai qu'un ami, m'ayant demandé quel livre il pouvait m'envoyer, je réfléchis, que j'avais peu de place dans ma musette, qu'un roman se lit en 1 heure, et que devenant l'homme d'un seul livre, j'avais avantage à choisir un ouvrage qui ne se lut pas comme un magazine et avec lequel ma familiarité ne fut point complète. Il m'est donc arrivé de lire Spinoza dans ma termitière. N'avoir du monde qu'une vue philosophique, lui opposer une impassibilité de géomètre. Je n'y peux rien, je ne suis pas philosophe.
Je suis selon le temps qu'il fait, et les êtres sont pour moi autant d'absolus, distincts les uns des autres, comme l'étaient l'ogre et le petit pousset de mon enfance. Les plus beaux théorèmes, les plus belles lois ne me sont de rien. Je n'ai pas la tripe philosophique, et les philosophes eux-mêmes, je sais bien que leur chair n'est pas de leur système. Le philosophe me promène en sa philosophie, comme le pilote me promène en son avion. Je monte, je vois jusqu'à l'horizon. C'est une ivresse. Mais ces deux mécaniques me sont étrangères, et même de là-haut, je regarde avec attendrissement les petites maisons d'en bas. Il y a Dieu, mais le Dieu d'aujourd'hui est vraiment trop modeste et trop peu exigeant, trop poli pour être honnête. La conciliation du temporel et du spirituel dans le catholicisme me semble une admirable construction. Bossuet a réponse à tout. Les révolutions et les guerres sont les moyens de Dieu, servent ses desseins. Il sait à la fois louer les grands dans le siècle et les abaisser dans l'éternité. Mais le siècle est devenu trop encombrant et personne ne fait croisade, sauf Hitler. Quel Dieu meut quelque chose pour le dérèglement du monde. Et l'argent pose des questions brutales auxquelles il faut personnellement répondre. Je ne sais si la guerre a donné une maladie à l'argent, mais ne l'a pas supprimé. Qu'on ne dise pas, les plus riches aujourd'hui ne sont plus assurés du lendemain. Même en cas de famine, les riches mourront de faim les derniers. Si je n'avais pas de souci d'argent, je bâtirais bien plus facilement ma niche dans le désastre et je m'y astiquerais bien plus à l'aise mes ornements spirituels. Ou je mènerais la vie d'une bête domestique. Je vivrais, comme tant d'autres, sans autre raison que de vivre, sans autre raison de vivre que d'être vivant. Ah, vous voyez, excusez encore les bafouillements, je ne suis pas un comédien lecteur. Et mésusant de mes logiciels informatiques, je pourrais faire des petits montages, supprimer les endroits où je bafouille, où la langue me fourche, où les mots viennent non pas mourir, mais viennent s'atrophier. Faut bien articuler, hein? Faut bien articuler. Lecture à voix haute, c'est pas... C'est un art et c'est un travail aussi. Pourtant, Et puis ce qui est curieux, c'est que me sachant écouter, eh bien, j'ai une sorte de niveau de petit stress qui va en augmentant, car quand je lis ces textes-là sans témoin aucun et sans webcam et sans mon micro, eh bien, les choses me viennent plus aisément. En fait, je ne me fais que la lecture à moi-même, sans témoin et en toute quiétude, au fond. Eh oui, telle est la vie d'un libraire qui se double d'un youtubeur. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Demain, je vais continuer avec Léon Verte. Je vais quand même essayer de mes livres de Claude Deffly, comme ce sont des livres très rares, dans certains cas, eh bien, ils sont regroupés ensemble. Alors, déjà, je pourrais enchaîner avec Claude Deffly, mais c'est une promesse, je vais le faire. Et pendant ça là, ça me laisserait du temps pour retrouver mes ouvrages rares de Chris Marker. Parce qu'il va bien falloir entrer dans la modernité à un moment donné. Il va bien falloir entrer dans la modernité. Mais mon esprit est assez... c'est assez curieux. Hein? Je rentre dans ma cabine, comme je vous disais, la métaphore du capitaine qui affronte une tempête, qui ajuste les cordages et qui se prend la tasse et qui éprouve une sorte de jouissance à la Stieg Larsson dans Le Loup des mers de Jack London.
Enfin, il se passe quelque chose. Ouais. Eh bien, qui prend, prend quelques pauses ici et là, va se réfugier dans sa cabine et malgré le tumulte de la mer et le fracas de la tempête, et le claquement des voiles et les matelots sur le pont, ivres de fatigue, titubants, fouettés par des vents puissants et qui s'accrochent au cordage, eh bien, je réussis à trouver des moments de sérénité. Et je suis presque content d'être là. Et très curieux de connaître la suite. Très, très curieux de connaître le dénouement de ce que maintenant, je vous disais pendant la vidéo, que beaucoup de gens pensent que ça n'aura plus de fin. Tout cela. Peut-être est-ce le cas. Alors donc, on va se faire attendrir comme on attendrait une viande. Là. On va se faire à tous les jours, on va prendre la tasse. À tous les jours, on va être remodelé jusqu'à temps qu'on soit transformé, au fond. Et c'est jamais de nous-mêmes qu'on décide de changer. C'est l'existence qui nous prend, qui nous pétrit, qui nous transforme. C'est l'existence qui fait de nous parfois des jouets obéissants, et parfois l'existence, eh bien, elle nous casse. Elle nous casse et tout est à recommencer. Alors, je vous montre le livre des positions de Léon Verte. Probablement, je vais continuer demain. Ouais, je vais continuer demain. Je vais essayer de faire semblant d'être tout seul cette fois-ci pour lire sans bafouillement. Et ouais, je vais continuer demain avec Léon Verte. Je me rappelle d'avoir lu il y a 2 ans, quand Paris est libéré, ce mélange d'excitation-là et de fatigue et d'incrédulité. Et l'épuration qui se met assez rapidement en mouvement. Alors c'est tout pour ce soir. Merci et bonne soirée. Merci d'être avec moi.